Formation des chaînes de montagne, on s'intéresse principalement aux Alpes. Deuxième vidéo, les indices pétrographiques, c'est-à-dire les roches, les minéraux, montrant l'histoire de la formation des Alpes. Donc je vous rappelle que cette vidéo fait partie d'un cours. Nous sommes donc dans le deuxième chapitre. Nous allons voir les traces de subduction océanique et les traces de subduction continentale. Revoyons rapidement, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo numéro 1, la grande structure globale des Alpes. Nous avons une zone centrale qu'on appelle le domaine piémontais. Ensuite, le domaine briançonnais, parce qu'il y a la ville de Briançon, où on trouve essentiellement donc, du cristallin et puis un peu de sédimentaire. Le domaine dauphinois, principalement sédimentaire. Et à l'extérieur, le domaine extra-alpin. Si on résume encore plus, on va parler de la zone externe, la zone médiane et la zone interne. La carte que je vous présente à gauche, c'est la partie gauche de la petite carte. J'ai mis un trait noir. Donc sur ma grande carte où je vous ai mis les zones vertes, violettes et rouges, je ne vois pas toute la partie jaune où il y a Turin et la zone interne, je la vois quasiment pas. Pour essayer de trouver les traces de subduction océanique. Donc on a prouvé qu'on avait un océan qui s'est ouvert et qui s'est refermé. On va chercher maintenant les traces de la subduction, de la disparition de cet océan. Globalement sur cette carte, on vous a mis les origines des différentes unités alpines. Donc tout ce qui est en hachuré horizontal, c'est la marge continentale européenne. Donc marge continentale, c'est-à-dire qu'on est sur le bord d'un continent européen. Vous avez ensuite tout ce qui est en pointillé et en noir. Ce sont des roches qui proviennent de l'océan alpin, des sédiments marins et des ophiolites, c'est-à-dire des morceaux de croûte océanique. Et vous avez en hachuré vertical la marge continentale africaine. On a déterminé tout à l'heure dans la vidéo numéro 1 la direction générale de la collision. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir dans quel sens s'est faite la collision. J'aurais dû écrire subduction. J'ai fait une bêtise, vous voyez, quand on va trop vite. Bon, on vous corrigerait, hein. Dans quel sens s'est faite la subduction? Est-ce que c'est la croûte océanique de l'Europe qui est passée sous l'Italie, ou est-ce que c'est la croûte océanique de l'Italie qui est passée sous l'Europe? On va essayer de le déterminer. Donc on va prendre deux hypothèses. D'abord, l'élève Tom. Alors Tom dit qu'en raison du fait qu'on ne trouve pas beaucoup de traces de la marge africaine dans les Alpes, on peut penser que c'est la croûte océanique de la plaque africaine qui est entrée en subduction sous la plaque européenne avant qu'il n'y ait eu collision. D'accord? Pas beaucoup d'Afrique, donc c'est l'Afrique qui a disparu, donc c'est l'Afrique qui est passée sous l'Europe. Voici son petit schéma. Pour lui, la subduction, elle se fait de l'Italie, donc c'est-à-dire la grosse plaque africaine, sous la plaque européenne. Marine n'est pas d'accord. Marine a trouvé un document avec la répartition des roches métamorphiques dans les Alpes. Marine se dit, il y a eu une collision, il y a eu des compressions, forcément des changements de pression-température, et on regarde le métamorphisme, et on va essayer de comprendre comment s'est fait ce métamorphisme et s'il nous aide à déterminer la direction de la subduction. Donc Marine, elle n'est pas d'accord, elle émet l'hypothèse que l'étude de la répartition des roches métamorphiques alpines permet d'affirmer que c'est la plaque européenne qui a plongé sous la plaque africaine il y a plusieurs millions d'années, et elle a aussi fait son schéma. Donc vous voyez que pour elle, la subduction est dans l'autre sens. Le professeur donne raison à Marine. Pourquoi? Allons voir ça de plus près. On va analyser les roches métamorphiques présentes sur le terrain. On a un métamorphisme croissant d'ouest en est. Dans la partie jaune, Beldon, Pelvoux, on a un métamorphisme de faible degré. Donc les roches n'ont pas été beaucoup modifiées. Puis dans la zone de Briançon,
on a un faciès schiste vert. Un faciès, on utilise ce terme pour dire plein de choses. En fait, un faciès, ça veut dire visage. Donc c'est un ensemble de conditions qui correspondent à une formation de roche type schiste vert. Pourquoi vert? Parce qu'il possède des minéraux verts. Pourquoi schiste? Comme les schistes que vous connaissez, qu'on met sur les toits, les ardoises, ça se débite en petites feuilles. Puis, encore dans les zones plus internes, faciès des schistes bleus avec un minéral particulier, le glaucophane, et on arrive après à des faciès dites éclogites, et on a même un faciès d'ultra haute pression. Donc ultra haute pression, si vous pigez pas que c'est super fort, qu'on part à gauche un degré faible et puis à droite haute pression, bon bref, ouest en est c'est de plus en plus fort, là on a notre métamorphisme croissant. Donc la position des zones de métamorphisme, elle doit nous permettre d'indiquer le sens de la subduction. Ça a été moins fort à gauche, plus fort à droite. D'autant plus fort qu'au massif de Donabera en Italie, on a de la ultra haute pression. Alors, si on a ultra haute pression, à votre avis, c'est que ce côté-là, il est descendu en super méga profondeur. D'accord? Va falloir prouver tout ça. Donc, qu'est-ce que le métamorphisme? Alors, je ne vais pas vous relire toute la définition. Si, j'y vais? Allez, j'y vais. Vous avez des associations de minéraux qui constituent une roche. Ça, vous le savez. Et ces associations, elles sont stables dans certaines conditions de pression et de température uniquement. Si les conditions sont modifiées, les minéraux réagissent entre eux pour former de nouvelles associations minérales qui sont stables dans ces nouvelles conditions. Ces réactions de transformation minérale sont appelées réactions métamorphiques. Donc les réactions métamorphiques, elles sont très lentes. Et de ce fait, on peut trouver des associations minérales particulières qui présentent des minéraux dits résiduels, qui restent après transformation, entourés de minéraux néoformés, c'est-à-dire nouvellement formés. Ces réactions ne modifient pas la composition globale de la roche. On dit qu'elles sont isochimiques. Néanmoins, des échanges, des ajouts ou pertes de fluide, de l'eau par exemple, peuvent se produire. Vous allez me dire, ça commence à être compliqué. Non, c'est simple. Vous prenez une caisse avec des Legos. Vous avez 10 pièces bleues, 10 pièces jaunes, 10 pièces vertes. Bon, avec ces 30 pièces, vous fabriquez un bonhomme. Il y a le petit frère qui déboule par là, il faut un grand coup de pied dedans, il casse tout. Vous allez reconstruire quelque chose de plus résistant, votre petit frère. Vous utilisez toujours vos 30 pièces, les 30 mêmes, les 3 couleurs différentes, mais vous les organisez différemment pour résister au coup de pied du petit frère. Et au lieu de faire un bonhomme, vous allez faire, je sais pas, un gros cube, par exemple, ce sera plus résistant. C'est ça le métamorphisme. Vous réarrangez les choses avec les mêmes éléments chimiques, donc vous changez certains minéraux en d'autres minéraux en utilisant les mêmes éléments chimiques pour résister à une pression, une température. C'est exactement ce qui se passe avec l'eau. L'eau, à certaines températures, elle est liquide, ou alors elle est solide, ou alors elle est gazeuse. Et l'eau, c'est quoi? H2O, des éléments chimiques qui se réorganisent pour être stables dans certaines conditions de pression-température. Donc, les réactions qui se passent ne modifient pas la composition globale de la roche. On dit qu'elles sont isochimiques, parce qu'on conserve la même composition chimique. 30 Lego verts, 30 Lego jaunes, et je sais plus ce que j'ai dit, 30 Lego bleus. Non, 10, 10, 10, je sais plus compter. C'est la fin de la journée, je dis des bêtises. Mais parfois, on peut avoir ajout ou perte de fluide. Ouais, parce que le petit frère, en fait, il est chiant, donc vous allez rajouter de la colle. Ça va mieux tenir. Ces réactions, on peut les étudier en laboratoire. Donc on soumet une association minérale à des conditions de pression-température variables et on observe les associations qui se forment. Pardon, on fait des tests. On peut ainsi construire des graphiques qui indiquent les domaines de stabilité de différentes associations minérales. On peut également écrire des équations des réactions qui se produisent lorsqu'on passe d'une zone de stabilité à une autre. Par exemple, une équation numéro 1, vous prenez un minéral plagioclase, vous le mettez avec du pyroxène et vous le mettez avec de l'eau, vous allez avoir un nouveau minéral qui va se former, de la hornblende. Alors il ne va pas y avoir que la hornblende, il va rester aussi du plagioclase et du pyroxène. D'accord? Comme si vous mettez la farine et du beurre,
et ben il vous restera quand même de la farine et du beurre, mais vous aurez fait une pâte avec la farine et le beurre pour faire une pâte brisée. D'accord? Oui, vous allez me dire, il faut rajouter du sel. Bon, bah oui, mais j'ai mis un petit peu d'eau et du sel pour mélanger la farine et le beurre et j'ai fabriqué une pâte brisée. Mais il me reste toujours sur mon plan de travail de ma cuisine, il me reste toujours la farine, le plagioclase, et il me reste toujours du beurre, du pyroxène. Ça marche? Vous pigez? C'est facile la géole. Une autre réaction, plagioclase cette fois plus hornblende. Donc la hornblende, on vient de la fabriquer à partir du plagioclase, mais il reste du plagio, on rajoute encore un petit peu d'eau, on va fabriquer de nouveaux minéraux, de la chlorite et de l'actinote. Ouais, il va rester encore un peu de plagioclase. Etc., etc. Donc ce sont des réactions que vous devez connaître parce qu'on va les utiliser, elles vont nous permettre, en étudiant les roches, de déterminer dans quelles conditions de pression et de température ces roches se sont formées. Donc la réaction numéro 3, plagio plus chlorite ou actinote, ça va donner du glaucophane. Le glaucophane il est super beau, il est bleu. Alors là, vous ne pouvez pas le louper en coupe microscopique. Le numéro 4, c'est une réaction particulière. Le plagioclase va subir une augmentation de pression et va se transformer en jadéite et quartz. Et enfin, on va avoir plagioclase et glaucophane qui va donner grenat, jadéite et eau. Donc vous avez deux exemples ici. Vous allez me dire, ah, j'y pige que dalle. Mais c'est une image prise au microscope. Vous avez des petits codes. L'image de gauche. Le feldspath plagioclase, PL, en haut à droite. Le pyroxène, PX, et l'actinote, ACT, ont réagi entre eux pour produire un nouveau minéral, le glaucophane, qui est bleu. D'accord? À droite, une autre image. Vous voyez J, jadéite, et GR, le grenat pyrope. Ils sont visibles sur cette lave mince d'éclogite. Éclogite, c'est le nom de la roche. Et ils résultent d'une réaction entre feldspath plagioclase et glaucophane. Je vous le dis, c'est de la cuisine. Alors, ouais, mais alors comment on a fait pour obtenir l'actinote parce qu'il est tout petit là? Eh bien, tout simplement, au départ, on avait le plagioclase en beige, le pyroxène entouré en jaune, qui ont réagi, qui ont donné donc la hornblende, et ensuite la hornblende et le plagio ont continué de réagir et ça a donné la chlorite et l'actinote. Voici comment l'actinote est apparu. Donc c'est-à-dire qu'à la place de l'actinote que vous voyez, si je reviens un peu en arrière dans ma réaction, j'avais de la hornblende. Mais la hornblende, je ne la vois plus sur ma lame, elle a totalement disparu, elle s'est transformée en actinote. Je continue de modifier les conditions pression-température. Et je vais avoir cette fois le plagio, la chlorite et l'actinote. Alors la chlorite ici, on ne la voit pas trop sur cette lame, c'est un tout petit morceau de la lame. Elle est peut-être plus dessous ou par-dessus, mais je vous rappelle qu'une lame, ça fait 30 microns d'épaisseur, donc on ne voit pas toujours tout. Ça a formé du glaucophane, qui est ici en bleu. Donc le glaucophane, on le trouve entre le pyroxène et le plagioclase. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, pyroxène et plagioclase se touchaient. Ils ont réagi et dans leur zone de contact, il y a eu répartition des éléments chimiques et c'est pour ça que le glaucophane apparaît entre plagioclase et pyroxène. Il apparaît sur les zones de contact entre les minéraux et progressivement le pyroxène en fait il s'est fait bouffer. Si vous voyez, imaginez bien la forme de départ du pyroxène, c'est le jaune plus le vert, l'actinote. Vous voyez, ça forme un seul minéral. L'actinote, c'est vraiment la pointe du pyroxène. Ben, c'est ce côté-là de pyroxène, et il s'est fait bouffer, il s'est transformé en hornblende, puis en actinote. C'est facile la géole. Donc globalement, cette vidéo, je vous l'ai déjà mise ailleurs. Je ne sais plus dans quelle vidéo, mais j'ai déjà mise. C'est un collègue qui l'a faite, c'est pas moi. Je suis pas douée pour inventer moi les images ordinateur, je fais que les expliquer. Donc globalement, vous avez un minéral A, un minéral B, qui sont collés l'un à l'autre. On change les conditions de pression et température. Donc on passe de pression à température 1 à pression 2, température 2. Les minéraux A et B sont instables. On va donc avoir une transformation métamorphique. Les atomes de A et de B se recombinent et forment un nouveau minéral qu'on appelle C. Et le minéral C forme une auréole de métamorphisme. Il se crée donc autour d'un des minéraux dans les zones de contact entre le A et le B. Pas au cœur de B, c'est pas possible puisque le cœur de B ne touche pas A. Donc ils ne peuvent pas échanger. C'est qu'à la zone de contact entre les deux. Le problème, c'est qu'il y en a forcément un des deux qui est moins solide que l'autre et qui finit par se faire totalement transformer. Ici, c'est le B. Au fur et à mesure qu'on augmente pression-température, il finit totalement par disparaître et être remplacé par le C. Donc on va pouvoir tracer un diagramme pression-température, des domaines de stabilité, de quelques associations minérales, qu'on a bien sûr déterminées expérimentalement
expérimentalement pour des roches de composition basaltique ici. On peut le faire pour d'autres roches, mais là on l'a fait pour le basalte. Donc ce diagramme qu'on appelle un diagramme PT, pression-température, il nous renseigne sur les associations stables de minéraux en fonction des conditions de pression-température pour un basalte ou gabbro. Je vous rappelle que basalte et gabbro ont la même composition chimique. Alors, vous avez axe horizontal des températures, axe vertical orienté vers le bas puisqu'on s'enfonce en profondeur lors de la subduction, la pression. Il y a dans la nature une partie de ce diagramme qui n'est jamais réalisée, c'est-à-dire qu'on n'observe jamais des températures inférieures à 200 degrés à 2000 mégapascales de profondeur, c'est-à-dire plus de 50 km de profondeur. Alors réfléchissez, à 50 km de profondeur, il fait chaud, il fait pas froid. Donc ça, c'est une partie du diagramme qui n'est pas réalisée. Donc le gabbro se forme vers les 1000 degrés, plutôt en surface, au niveau de la dorsale. Ensuite, on a la zone de formation des métagabbros à hornblende. Donc là, vous voyez qu'on est descendu en température. On est toujours en surface. Donc on a changé la température. Du coup, la composition plagioclase pyroxène n'est plus stable. Et on a une amphibole, la hornblende, qui se forme. Si on continue de descendre la température, toujours à même profondeur, on arrive dans la zone verte des métagabbros, qu'on appelle les schistes verts. Et on va voir, pourquoi vert? Parce que chlorite et actinote, elles sont vertes. Et après, bon, on ne peut plus descendre la température, on est quand même sur la Terre, on ne va pas descendre à moins 20 à l'intérieur de la Terre. Par contre, ce qu'on peut faire maintenant, on peut augmenter la pression, c'est-à-dire entrer en profondeur. Donc là, on rentre sur le gradient géothermique de la subduction. Donc en subduction, si un gabbro déjà métamorphisé en surface s'enfonce, il va rentrer dans la zone des schistes bleus, on va trouver du glaucophane, et un peu plus bas, on trouvera jadéite et grenat. Un métagabbro à hornblende du Chenaillet. Le Chenaillet, il se trouve là, à côté de Besançon. Briançon, pardon, pas vraiment à côté. C'est du noir sur la carte, donc c'est de l'ophiolite. Voici à quoi ça ressemble, une roche. Elle est belle la photo, c'est moi qui l'ai prise. Ici, vous avez un pyroxène. Autour, vous voyez du vert, c'est l'auréole de hornblende qui s'est formée en réaction avec le plagioclase qui est blanc. Donc entre le pyroxène et le plagio, vous voyez une auréole verte qui s'est formée autour du pyroxène. Donc le minéral hornblende s'est nourri d'éléments chimiques du pyroxène et du plagio. Au microscope, voilà ce que ça donne. Le plagio en blanc, le pyroxène et la hornblende qui apparaît en tout petits cristaux. Alors il faudrait tourner la lame avec le microscope polarisant pour observer la couleur plus ou moins verte de la hornblende. Le métagabbro à glaucophane qu'on trouve sur le mont Queyras. Le mont Queyras, il est là. Donc c'est aussi bien sûr une ophiolite. S'il y en a un gabbro, c'est de la croûte ossanique qui est montée en surface. Donc c'est un lambeau d'ophiolite. Voici à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça n'a pas la même couleur. Et on a le glaucophane en bleu au contact du pyroxène. Et on a quelques restes de plagioclase en blanc. Vous voyez que tout autour, il y a du translucide bleu. Le glaucophane a carrément... je ne vais pas dire bouffé, mais si, le plagioclase s'est déstabilisé, s'est réorganisé en réagissant avec le pyroxène, ça a donné du glaucophane. Au microscope électronique, on voit très bien, électronique, qu'est-ce que je raconte? Polarisant. On voit très bien que le glaucophane, il est bleu, il est magnifique, vous ne pouvez pas vous louper. Oh, tiens, elle est pas mal cette animation. Les clogites au Mont Viso. J'ai oublié d'animer mes flèches. Le Mont Viso, c'est encore bien sûr des ophiolites. Voici à quoi ça ressemble. On va vous dire, bah disons, c'est vachement transformé, ça ressemble plus à un gabbro. Bah ouais, c'est tout transformé. On trouve le grenat en rouge et la jadéite en verte. Donc ce machin-là que vous voyez rose et vert, au départ, c'était un gabbro. Mais on a tellement changé ses conditions de pression-température qu'il s'est tout réorganisé en éclogite. Au microscope, voilà ce que ça donne. Les grenats, on les voit très bien, ils sont noirs et anguleux. La jadéite, elle est de toutes les couleurs. Donc, dans notre diagramme PT, on a G1, notre gabbro, qui s'est formé, qui a refroidi. Réaction numéro 1, pour donner un métagabbro à hornblende qu'on trouve au niveau du chevalier. Mais à un autre endroit, il y a des
ophiolites, donc alors pas des ophiolites, pardon, mais des gabbros de la croûte océanique qui ont été enfoncés plus profondément, qui ont été plus refroidis, pardon, ils ne sont pas encore enfoncés, qui ont atteint les schistes verts. Ce sont les métagabbros du faciès schiste vert. Il y a eu certaines des roches océaniques qui, elles, sont rentrées en subduction. Donc certaines sont restées en surface, elles ont refroidi au fond de la mer, mais d'autres sont entrées en subduction. C'est la réaction numéro 3. On a eu formation de glaucophane, on arrive dans le métagabbro du faciès à schiste bleu du mont Queyras. Et on a encore les réactions 4 et 5 qui se font avec une augmentation de pression. On arrive à la formation des G5, les métagabbros du faciès éclogite des monts Viso. Donc on reprend les trajets des gabbros de la dorsale à la subduction. Première image, la dorsale au centre, les gabbros se forment et j'ai mis une grande flèche bleue. On a un trajet hydratant, donc la croûte océanique, elle s'éloigne de la dorsale, elle refroidit de plus en plus, elle s'hydrate par l'eau de la mer, c'est un trajet dit hydratant, donc on fait rentrer de l'eau, c'est un métamorphisme de basse pression puisqu'on est en surface, mais de haute température, puisque la roche s'est formée à l'origine à 1200 degrés et plus elle avance, on reste quand même dans du chaud, on arrive avant d'entrer en subduction dans les 200-300 degrés. Donc on est dans les stades gabbro 1 à métagabbro 3, donc gabbro 1 c'est le gabbro normal et G3 on est dans les schistes verts. Donc c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que notre croûte s'éloigne de l'axe de la dorsale, elle se métamorphise en se refroidissant et en intégrant de l'eau. Deuxième image, à partir du moment où la croûte entre en subduction, cette fois on va augmenter la pression, mais on est en basse température parce que la croûte est à 200 degrés, elle s'enfonce, mais c'est une roche qui a une mauvaise conductivité. Elle ne va pas très bien récupérer la chaleur. Résultat, elle va très peu augmenter en température, on va remonter à pas plus de 400-500 degrés. C'est pas énorme comme température. Et donc là, on atteint les stades G4 à G5. Donc, sur notre graphique, on peut vous demander en ECE comme en examen écrit de placer le trajet hydratant en bleu correspondant à un métamorphisme de basse pression, on est en surface de haute température, on part des 1000 degrés, et le trajet déshydratant, puisque quand on forme du glaucophane, en fait, chlorite, actinote réagissent avec plagio et pyroxène et ils perdent leur eau. Comme on s'enfonce en profondeur, on augmente la pression, on augmente la température et vous savez que l'eau n'aime pas ça. Donc l'eau va s'échapper et on va former des minéraux déshydratés comme le glaucophane. Et ensuite, plus on s'enfonce en profondeur, plus l'eau va s'échapper et on va former jadéite, grenat pour arriver au stade des roches éclogites. Donc on a un trajet ici déshydratant, c'est un métamorphisme cette fois de haute pression, puisqu'on augmente la pression, on s'enfonce en profondeur, mais de basse température, on ne dépasse pas les 400 degrés. Donc ici vous avez un schéma récapitulatif qui est tiré du Belin. Ils vous ont mis toutes les formules chimiques. Donc on démarre d'un gabbro, ce gabbro s'éloigne de la dorsale, il atteint le faciès schiste vert, puis en profondeur il commence schiste bleu, et puis plus il s'enfonce, éclogite. Si on veut vous faire travailler sur les roches, Chenaillé, Queyras et Viso, principalement Queyras et Viso, en identifiant les minéraux présents dans les roches des 3 massifs étudiés, on peut constater que seules les roches des monts Queyras et Viso sont réellement entrées en profondeur. Les associations minérales présentes indiquent que la CO, donc l'ophiolite, présente en surface au mont Queyras, est descendue au moins à 30 km. Donc ça se fait sur le diagramme qu'on a vu juste avant. Et que celle présente maintenant au mont Viso, elle était descendue au moins à 50 km, voire même 75 km. Donc au mont Viso, on a des éclogites, on est descendu profond. Au mont Queyras, on a du glaucophane, on est descendu pas très profond, c'est schiste bleu. Il suffit donc de réaliser une projection de l'emplacement initial des roches pour déterminer le sens de la subduction. Si je marche sur le Queyras, j'ai des roches qui sont descendues à 30 km de profondeur. Je mets mon point sous le Queyras à 30 km de profondeur, ma petite étoile. Si je marche sur le mont Viso, j'ai des roches qui sont descendues à 50 km de profondeur, qui aujourd'hui sont en surface. Mais elles ont été à 50 km de profondeur, elles ont des grenats. Donc je mets ma petite étoile 50 km de profondeur. Je relie les deux et j'ai ma pente, j'ai l'orientation de ma subduction.
Donc le mont Kéras étant situé le plus à l'ouest et possédant les roches qui ont été subduites le moins profondément, le mont Viso étant le plus à l'est et présentant les roches subduites très profondément, on peut en déduire que c'est la plaque européenne qui a plongé sous la plaque africaine. Donc la position des zones de métamorphisme croissant permet bien de confirmer le sens de la subduction. Moins métamorphisme à gauche, plus de métamorphisme à droite. On a donc bien ce sens-là de subduction, c'est-à-dire l'Europe sous la... Un petit schéma beaucoup plus simple. Donc le faciès des schistes verts, on est en surface. Dès qu'on s'enfonce, faciès schiste bleu. Et quand on s'enfonce encore plus profondément, faciès éclogite. Donc globalement, si je fais le trajet de la CO de l'océan alpin lors d'un épisode de subduction-collision, je repositionne les différentes roches du mont Kéras, du mont Viso et du Chenaillé. Alors vous allez me dire, pourquoi le Chenaillé qui est vert, schiste vert, il est à droite? Et bien parce qu'en fait on s'est aperçu, le Chenaillé lui, il est constitué de schistes verts qui ne sont jamais rentrés en subduction. Et on s'est posé la question, puisque il n'est jamais rentré en subduction, d'où est-ce qu'il provient? Et en fait, c'est particulier, le Chenaillé, lui, il provient de la croûte océanique de la plaque africaine. Donc comment ça s'est passé? On a eu une rupture, un enfoncement qui ne s'est pas fait en butée de la plaque africaine, ici le continent B. La croûte océanique s'est cassée au milieu de l'océan. Et on a d'abord eu une subduction océanique sous une croûte océanique. Mais la collision continuant, la compression continuant, les deux continents se rapprochant, on a eu finalement deux croûtes océaniques qui ont glissé l'une sur l'autre. Et celle de la plaque africaine a glissé sur celle de la plaque européenne. Ce qui fait que le Chenaillé s'est retrouvé finalement, en passant par-dessus les roches du mont Kéras et du mont Viso, le Chenaillé s'est retrouvé plus à l'ouest. Et quand on a fini la compression, l'ensemble de ces deux croûtes océaniques l'une sur l'autre se sont retrouvées complètement compressées. Étape 4 du schéma, elles sont coincées dans les roches continentales, elles finissent par remonter en surface et on a donc une inversion de la position du Chenaillé qui se trouve maintenant côté européen alors qu'au départ il appartenait à l'Afrique. Donc un petit modèle de reconstitution de la formation des Alpes. On a eu un rifting, c'est-à-dire naissance d'un océan il y a 225-170 millions d'années, avec la marge continentale européenne, le massif de la Mure. C'est l'accrétion océanique. Puis on a eu une subduction océanique vers le Crétacé supérieur, moins 40 millions d'années, où on a des roches qui sont descendues très profondément. Ce sont les roches du mont Viso. Le Chenaillé, lui, il appartient à la croûte océanique côté Afrique. Il a été obducté, c'est-à-dire que la croûte océanique a été soulevée et passée par-dessus de la CC. Et enfin, une fois la collision effectuée, sous l'effet des contraintes, les roches métamorphisées vont glisser en surface entre les écailles de socle continental et l'érosion elle a permis leur affleurement au niveau du Kéras et du Viso. Un peu comme si vous mettiez en fait une plaquette de beurre entre vos mains puis vous écrasez, ou un savon mouillé entre vos mains, vous écrasez le savon, puis il va remonter en surface. Et bien la croûte océanique qui était rentrée en subduction, elle s'est retrouvée coincée entre les deux croûtes continentales, elle a glissé, elle est remontée en surface. C'est pour ça que maintenant on peut voir en surface les roches de schiste bleu et de faciès éclogite, c'est-à-dire du Kéras et du mont Viso, on les voit en surface parce qu'elles ont glissé, elles sont remontées sous l'effet de la contrainte. Les traces de subduction continentale. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ultra haute pression. La collision elle a été si forte qu'on a une partie de la CC qui est entrée en subduction. Ça devrait pas. La CC, elle est plus légère, moins dense que la CO, donc elle aurait dû rester en surface. Et pourtant, c'était tellement puissant que c'est rentré. Quelle preuve on a? On a un minéral particulier qui s'appelle la cohésite qui a été identifié dans les roches du massif de Dora Mera, donc le fameux massif d'ultra haute pression que je vous ai montré tout à l'heure. Dans les éclogites, à l'intérieur même des éclogites, dans les grenats, on trouve une cohésite que vous avez ici. Je vous ai mis une petite flèche. C'est un minéral blanc au milieu des grenats. Donc quartz et cohésite en fait sont deux minéraux aux propriétés physiques différentes mais à la composition chimique identique, c'est-à-dire silicium et 2 oxygènes. Donc on appelle de tels minéraux des polymorphes. Le quartz, il a un volume molaire de 2,27 cm3, il est stable à la surface du globe, jusqu'à environ 100 km. La cohésite, elle a un volume molaire
plus faible, 2,06 cm3, mais elle est stable à des profondeurs supérieures à 100 km. Au-delà de cette profondeur, le quartz se transforme donc en cohésite par le biais de la réaction quartz égale cohésite. Donc il se réorganise. Donc la transformation, elle peut se réaliser dans l'autre sens, bien sûr, au cours de la remontée. Donc vous prenez un quartz, vous l'enfoncez, vous dépassez les 100 km de profondeur, SiO2 se réorganise, on forme une cohésite, un minéral plus petit. Mais si par hasard, ce quartz qui appartient à de la roche d'origine continentale, qui s'est enfoncé en profondeur, qui s'est transformé en cohésite, remonte de nouveau en surface à cause de la collision et puis des différents charriages, on va avoir la cohésite qui va de nouveau se retransformer en quartz. Mais ici sur la photo que vous avez à droite, donc on voit le quartz en position radiale par rapport à la cohésite, il se forme au détriment de celle-ci, c'est-à-dire que la cohésite se reforme en quartz à l'extérieur, donc on est au milieu du grenat. Ça témoigne bien d'une remontée de la roche après un enfouissement profond. On a donc de la croûte continentale qui s'est enfoncée, le quartz s'est transformé en cohésite, mais comme on trouve du quartz autour de la cohésite, c'est qu'il y a du quartz qui a commencé à se refabriquer. Donc c'est que la roche est remontée à moins de 100 km de profondeur. Donc globalement, modèle d'évolution d'une chaîne de montagne. Là, c'est très précis. Je vous rassure, ça, c'est pas pour le bac, mais c'est pour les curieux et celles qui aiment la géologie. On a donc Antéen, amincissement lithosphérique, faille normale, volcanisme, ouverture d'un rift. Accrétion par fabrication de basalte et de gabbro, bombement atmosphérique, ouverture de l'océan. Et enfin, subduction océan-océan. Lors de l'expansion océanique, la genèse de la croûte océanique se fait par formation de magma gabbroïque, donc des gabbros, et le métamorphisme basse pression de température est pratiquement isobare, c'est-à-dire à même pression. On est au stade T2. Donc sur notre diagramme PT, c'est la flèche orange. Mais lorsque la lithosphère océanique est assez ancienne, elle plonge dans la sténosphère, on est en stade T3. Mais compte tenu de la mauvaise conductivité des roches, la lithosphère océanique se réchauffe lentement, tandis que la pression augmente instantanément avec la profondeur. Donc cette lithosphère plongeante est affectée d'un métamorphisme de faible gradient de type haute pression, basse température. Voilà, ça c'est ce que vous avez à retenir. On va aller plus loin. Maintenant, ça se complique. En T4, on a la collision. Donc la lithosphère océanique, après avoir suivi une trajectoire de haute pression basse température, c'est l'étoile rouge à BT4 sur le diagramme, pendant la subduction, elle est réchauffée. Et elle sera exhumée, mise en surface lors de la collision. Je vous ai parlé tout à l'heure du savon entre vos deux mains, la plaquette de beurre entre vos deux mains. Donc la couche d'eau phyolite, lors de la compression, elle glisse, elle remonte en surface. Donc sur le diagramme, c'est le trait orange. Donc on est descendu en BT4 et on va remonter en BT5. Si vous avez en même temps de la croûte continentale qui est prise dans la collision, elle peut atteindre le solidus du granit hydraté et former un granit dit d'anatexie. D'accord ? On a tellement augmenté la pression qu'on va faire fondre le granit. Et ce granit, lui, va remonter en surface. Et ce sont les pointillés verts. Donc par le jeu des déplacements de part et d'autre du chevauchement, les deux échantillons, roche océanique et roche continentale, finissent finalement par avoir une histoire commune. C'est le dessin T6. Ils vont remonter en surface. À la fin, T7 et T8, c'est la fin de la phase de collision. Il n'y a plus de compression. On a érosion, effondrement gravitaire, qui entraîne un rééquilibrage isostasique. Alors ça, c'est le chapitre d'après, on en reparlera. Et on va avoir une remontée, une fusion partielle de la sténosphère chaude qui produit des magmas basaltiques qui vont intruder la base de la croûte, c'est-à-dire qui vont rentrer à l'intérieur. C'est compliqué, hein ? Bon, ça c'était vraiment pour les passionnés. Vous avez pigé ? J'adore l'histoire des Alpes.